Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous proposer un nouvel épisode de Tétrapharmakos consacré cette fois à l'astronomie et à l'astrologie dans l'Antiquité. L'alternance du jour et de la nuit, les phases de la Lune, le spectacle des étoiles et des planètes n'ont cessé de questionner les êtres humains et nombre de leurs cosmogonies tentent de résoudre l'énigme de ces phénomènes. Progressivement, on a cherché à donner une explication rationnelle à ces mouvements et la science astronomique a vu le jour. Mais ces cycles ont-ils une influence sur la destinée des nations et des hommes ? C'est plutôt l'astrologie qui a cherché à y répondre. Ces disciplines sont-elles complémentaires ou exclusives ? Nous allons examiner cela dans l'heure qui vient avec mon invité Arnaud Zucker. Monsieur Zucker, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature grecque à l'université de Nice et directeur adjoint du CEPAM, une unité du CNRS-UNS, Culture, Environnement, Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge. Vous êtes spécialiste de la biologie et l'astronomie antique et de la tradition encyclopédique. Votre travail porte surtout sur l'étude des différentes formes de la diffusion des savoirs de l'Antiquité au Moyen-Âge et sur l'évaluation anthropologique et philologique des textes techniques et scientifiques. Vous avez entre autres publié des traductions, celle d'Élienne, La personnalité des animaux aux belles lettres en 2001, ou encore celle d'Ératosthène de Cyrène, Catastérisme, toujours aux belles lettres en 2021. Vous avez dirigé l'ouvrage L'Encyclopédie du ciel, mythologie, astronomie, astrologie, chez Robert Laffont, bouquin paru en 2016. Alors pour commencer, sait-on depuis quand l'homme observe le ciel ? Non, moi je ne sais pas et je pense que personne ne sait. Il faudrait savoir à partir de quel moment on est homme. Oui. Disons que l'on peut assurer que les hommes, et c'est plutôt au pluriel qu'il faut les présenter, Oui. il y a des populations extrêmement diverses, mais les hommes ont toujours regardé autour d'eux, c'est une sorte de réaction que l'on peut supposer tout à fait normale, et essayer de percevoir, d'interpréter, de trouver des signes dans ce qui les entoure. Alors, à l'origine de cela, et à l'origine donc de cette observation, il y a les fonctionnalistes qui considèrent qu'il y a dans cette observation et dans cet intérêt une raison qui peut avoir un impact sur la vie de ces populations qui les ont regardées, et puis d'autres, et je serais plutôt de ce côté-là, qui considèrent avec Aristote que la curiosité et le désir de connaissance est un moteur suffisant pour expliquer la plupart des interrogations et des formes de curiosité de l'homme. Alors, Aristote, au début de sa métaphysique, la première phrase, c'est « les hommes, par nature, ont le désir de connaître ». Et donc, il place le désir comme ce motif. Alors, pour essayer de répondre un tout petit peu plus, mais sans m'inscrire dans l'histoire, parce que historiquement, c'est extrêmement difficile de le faire. En tout cas, depuis que nous avons des témoignages et des archives matérielles sur les populations humaines et les sociétés humaines, nous avons des signes d'une observation qui est consignée par exemple par des dessins ou par des textes de cette observation du ciel. Et il est très vraisemblable que bien avant peut-être d'autres champs d'investigation du savoir, c'est le cosmos qui a attiré l'attention des hommes, et même pour les périodes préhistoriques. Vous savez qu'un certain nombre de représentations rupestres ont été interprétées aussi comme des projections d'observation astrale. Donc là, on est un peu limité par l'interprétation que nous, modernes, nous pouvons apporter, mais en tout cas, voilà, c'est immémorial, comme on dit. Oui, bien sûr. Et alors, il faut qu'on arrive peut-être tout de suite chez les Mésopotamiens. On peut dire que ce sont les premiers qui ont notifié les observations ? Alors, dans notre état de connaissance, et si on s'en tient effectivement aux archives, pour nous, le foyer à la fois d'observation et, comme vous le dites, d'archivage d'informations, avec un nombre considérable d'informations, c'est le milieu mésopotamien. Et alors, effectivement, depuis le 3e millénaire, nous avons des tablettes et même des collections de tablettes d'observations, mais qui sont généralement des listes, à la fois des listes de constellations, mais aussi des listes de positions. Et vraisemblablement, c'est également valable pour l'astronomie égyptienne, qui est peut-être un petit peu plus récente. Il y a d'abord
compilation de ce qui va servir de référence pour l'identification, l'interprétation et la prévision de mouvements astraux. Et ensuite, il y a des élaborations et des systématisations à partir de cette compilation de données, si vous voulez. On commence par les données et après on les interprète Mm. ou on les met en réseau. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle a servi de base pour les agriculteurs, pour les navigateurs, pour se repérer, pour avoir des repères dans le temps? Alors, on peut le dire, là c'est donc l'option plutôt Finaliste? Oui, fonctionnaliste, fonctionnaliste. mais, Mm. mais elle est vraie. Mhm. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un marin et que vous n'avez pas d'amers, pas de repères sur la mer parce que vous êtes trop éloigné des côtes, Mm. il faut bien se guider dans la navigation. Et à ce moment-là, il n'y a qu'un seul moment, enfin un moment essentiel pour le faire, c'est la nuit. Parce que Oui. c'est la nuit qu'on a un état du ciel qui est différent. Le jour, on a le cycle diurne, Mm. on a la position du soleil qui permet de savoir à peu près en quelle saison on est selon la déclivité de Oui. son parcours. Mais après tout, on sait toujours en quelle saison on est quand on navigue à Oui. peu près. On peut compter les jours à partir du moment où on est Mhm. parti, Oui. etc. Donc oui, il y a pour la précision des trajectoires Mhm. qui doivent aussi tenir compte des courants, etc. Eh Donc oui. qui n'est pas rectiligne, hein, les Mhm. trajectoires Oui. Oui. maritimes ne sont pas rectilignes. Donc il y a une prise en compte et effectivement une observation du ciel nocturne par les marins. Et pour les agriculteurs, oui. Et un témoignage en est un des premiers textes grecs que nous avons, qui est Les Travaux et les Jours d'Hésiode, Mhm. qui date du 8e siècle avant, Oui. et où on voit bien qu'il y a un certain nombre de repères qui permettent aux paysans de voir quand il y a des moments pour faire telle ou telle action, et donc pour rythmer le calendrier agricole. Mais d'une certaine façon, c'est assez pauvre. C'est-à-dire Mhm. qu'on a besoin de 5 constellations clés Oui. qui vont marquer des charnières. Mhm. Le reste, d'une certaine façon, on continue d'un jour à l'autre à faire les opérations jusqu'à ce qu'on les ait finies. Donc, c'est pas ça qui conduit à essayer d'explorer de manière extensive et complète le ciel. Il faut, à mon avis, même à ces fonctionnalistes, il faut qu'ils passent par quelque chose d'autre, par un autre élément qui est celui qui est le désir Mhm. de comprendre, le désir Eh de oui. systématiser, etc. Le mystère de l'univers. Le mystère, alors c'est peut-être pas exactement comme un mystère, c'est plutôt comme un appel qui engage une compulsion humaine qui n'est pas simplement moderne Mhm. et qui est l'interprétation. D'accord. L'interprétation qui permet aussi, sans même parler de mystère, Mm. d'anticiper sur demain, sur après-demain, à la fois pour les actions humaines et pour ce qui va venir, c'est-à-dire est-ce Eh qu'il va y avoir de la grêle, est-ce qu'il va faire chaud, eh est-ce oui, qu'il eh oui. va, etc. Eh oui, les phénomènes météorologiques. Mm. Exactement. Les moyens dont on disposait à l'époque pour observer le ciel. Les moyens d'observation des Grecs étaient assez rudimentaires et Mhm. permettaient essentiellement une observation nocturne. Ce sont Oui. essentiellement des observations nocturnes, Mhm. mis à part le gnomon, Oui. qui est un appareil de calcul de la position du Soleil à partir de son ombre. On ne sait pas quelle est la diffusion et l'importance de l'utilisation de ces instruments. On sait que la plupart étaient déjà connus du monde babylonien, Oui. mais les observations, quoi qu'il en soit, se faisaient à l'œil nu. Et il n'y avait pas de lentilles, donc il n'y avait pas de façon, sauf par des dispositifs qui permettaient de concentrer le regard pour parvenir à des objets ou à des observations de type de celles qu'on peut avoir ensuite avec les lentilles et les télescopes. Mhm. Alors, les principaux instruments, c'était effectivement le gnomon, Mhm. assez rudimentaire, Oui. ce qu'on appelle l'astrolabe, Mhm. qui permet de déterminer, donc qui signifie Oui. saisir les étoiles et qui Mm. est utilisé à la fois sur Terre et sur mer pour saisir la position des étoiles par rapport à l'horizon en particulier. Et là, pour la navigation, ça a été utilisé. Eh oui. L'astrolabe et ensuite le sextant a été Mhm. Eh oui. une utilisation jusqu'à l'époque moderne. Mm. Et sinon, ce qu'on appelle l'instrument parallactique, qui est aussi un instrument, alors avec un bloc, qui permet de mesurer la parallaxe. Alors la parallaxe, c'est une erreur d'inclinaison, étant donné qu'on calcule non pas depuis le centre de la Terre, mais depuis la position de l'observateur,
par rapport à l'étoile. Donc, on l'a appelé l'instrument parallaxique du nom de parallaxe, qui désigne une erreur de calcul, et qui lui aussi doit déterminer le point, la situation des étoiles dans le ciel et par rapport au méridien céleste qui est cette ligne imaginaire qui passe par les pôles et qui est le zénith. Oui. Et la construction du premier globe céleste serait due à Ptolémée? Le globe céleste comme donc la sphère Oui, céleste, comme d'autres objets de représentation qui oui, sont oui. plutôt alors pédagogiques Mhm, ou pour se situer. Alors Ptolémée nous décrit un certain nombre d'instruments de mhm. l'astronome, à la fois pour ses observations et pour ses enseignements. Donc il est pour nous un point de départ, Oui, mais ces globes existaient auparavant. d'accord. Ces globes existaient certainement Mhm, auparavant comme mode de représentation. Et par exemple, alors il y a des constructions. Néron avait reconstitué la voûte céleste. mhm. Des miniatures de ces globes, on en trouve avant l'époque de Ptolémée, Ok. même s'ils sont plus rudimentaires. Mhm. Donc le globe existe auparavant. Parfait. Alors, le monde, alors à partir de Platon, mais surtout d'Aristote, le monde va être considéré comme fini. Fini, il y a à l'époque de Platon des philosophes Mhm. comme Anaxagore qui Oui. considèrent qu'il y a une infinité de mondes. Et nous suivons généralement, enfin parce que c'est plus simple sans doute et qu'on ne rentre pas dans les détails, Mhm. des doxas Oui. chronoculturels qui font que voilà, le monde grec est fini, mais on a des textes où les gens s'interrogent. Si on arrive au bout de Mhm. ce monde, puisqu'il est Oui. fini, Oui. et que l'on tend la main ou que l'on tend un bâton, Mhm. hein, Oui. c'est un argument qu'on trouve chez Archytas de Tarente, par exemple, eh Mhm. bien, qu'est-ce qui se passe? On est dans un espace ou on n'est pas dans un espace? Et les philosophes n'arrêtent pas définitivement et tous cette idée que le monde est fini. Il y a la place absolument pour tout. De la même manière qu'il y a la place dans les théorisations ou les hypothèses des astronomes pour un système héliocentrique qui avait Oui. été Eh développé oui, dès eh le oui, IVe siècle, bien eh sûr. bien, il y a aussi la place pour finalement toutes les options qui ensuite ont ressurgi, ont été à nouveau soutenues par tel ou tel savant dans le Mm. cours de l'histoire des sciences. Quoi. Il y a pas de, c'est pas Oui. rectiligne et puis on liquide une option Oui, oui, bien sûr. et on n'en parle plus. Mais il y a Mhm. quand même eu une opinion dominante. Oui, La conception justement d'un monde fini avec un certain nombre de couches, si on peut parler ainsi. oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a en quelque sorte l'idée que la perfection est finie. C'est pas une idée chrétienne, Oui, hein, puisque Dieu est oui, infini, eh même oui, si le monde lui-même est resté un monde grec dans sa oui, finitude, oui. mais que la perfection, c'est fini, et que le cosmos, bah, s'il était illimité, il introduirait un potentiel désordre et une incertitude Mm. qui n'est pas compatible avec l'idée même. Donc, oui, globalement, les savants fonctionnent avec une conception d'un monde qui est fini, avec des mouvements qui sont réguliers, des actions. Voilà, effectivement, un cosmos dont le sens veut dire donc univers organisé, et cette Mm. organisation donc suppose qu'on sait un petit peu à quoi s'en tenir. Eh oui. Alors, en fait, on va observer ces phénomènes, justement. On va voir qu'il y a les étoiles. Alors, il y a d'abord le Soleil et la Lune qui ont un circuit, si on peut dire ainsi, plus régulier que celui des planètes. Et il y a également les étoiles. Donc, on va se rendre compte qu'il y a quand même différentes espèces de phénomènes astro. Alors, si on ne parle pas de phénomène mais de corps, on Mhm. peut dire Oui. qu'il y a deux grands types de corps Mhm. célestes pour les Grecs. Il y Mhm. a les corps qui sont mobiles et les corps qui sont immobiles. Eh oui. Sont considérés comme des corps immobiles toutes les étoiles qui font partie des constellations, Mhm. donc les étoiles. Et puis, il y a les corps mobiles qui sont les planètes, dont le sens, puisqu'il s'agit d'un mot grec, Mhm. signifie ce qui se déplace, ce qui erre. Et Ouais. ce qui erre, c'est même un petit peu différent de ceux qui se déplacent, parce que cela veut dire, et c'est déjà un problème théorique, Mhm. que ce qu'on appelle les planètes ont un circuit qui n'est pas régulier. Or, la Mhm. régularité, c'est un caractère, un attribut constant de la divinité. Or, il s'agit de corps qui, par leur situation, sont des corps considérés comme
humain supraterrestre et donc de nature divine, comment un être divin peut-il être irrégulier ? Alors ça, c'est la question, et ça va engager donc toute une herméneutique qui après conduit à l'astrologie, est en lien à l'astrologie, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais parmi ces 7 planètes, puisque les Grecs ne considèrent que 7 planètes, il y en a 2 qui se distinguent effectivement, qui sont le Soleil et la Lune, dont le rythme et le parcours et la révolution sont relativement bien balisés et connus depuis avant même que les gens commencent à écrire. Et puis, il y a les autres planètes, donc les 5 autres planètes, qui, elles, ont des révolutions de durée différente, qui vont de quelques jours, enfin, pour celle dont la révolution est la plus courte, c'est-à-dire pour Mercure, c'est 88 jours, donc c'est assez rapide, ça ne dure pas le temps d'un cycle solaire. Et pour Saturne, qui est la dernière des planètes connues, puisque ni Pluton, ni Neptune, ni Uranus ne sont connus par les Grecs, c'est 29 ans. Donc voilà. Alors, il se déplace. Alors, il y a une régularité qui est qu'il se déplace toujours à l'intérieur de l'écliptique, c'est-à-dire d'une bande de ciel qui est celle dans laquelle se trouve aussi le Soleil. Donc, toutes les planètes sont visibles, perceptibles dans l'écliptique. Donc, au moins, c'est un peu rassurant. Il y a de ce côté-là une régularité. Une autre régularité, c'est leur cycle. Le cycle de leur révolution, puisqu'effectivement, et ça, voilà, on le trouve dans les compilations babyloniennes comme grecques, évidemment, il y a des calculs qui sont d'ailleurs assez précis, puisque on a un texte du 1er siècle de Géminos qui nous donne, pour la durée de révolution de Saturne, de Mars ou de Mercure, des chiffres qui sont très proches de ce que les astronomes contemporains établissent. Alors ça, c'est, on peut dire, la zone supralunaire. Alors, supralunaire, la Lune en faisant partie, Oui, bien sûr. elle est plutôt aussi lunaire, mais la Lune est considérée effectivement comme celle qui est la plus proche de la Terre. Oui, il y a effectivement des couches. Il y a une première couche qui est entre la Terre et la première planète, donc la Lune, et donc qui est la couche concernée par ce qu'on appelle les phénomènes, et là on peut parler de phénomènes et non plus de corps, qui sont les phénomènes accidentels, alors les phénomènes qui se passent dans l'air. Et les phénomènes qui se passent dans l'air, ça se dit météora en grec, et ça donne la météorologie. La deuxième couche, c'est la couche des planètes, effectivement, et la troisième couche, c'est ce qu'on appelle le ciel des fixes, et c'est la dernière couche de ce feuilleté cosmique, au-delà duquel, il n'y a rien ou on ne sait pas quoi. Et oui. Et alors, on va définir 3 types de sciences, si on peut dire ça, l'astronomie, l'astrologie et la météorologie, justement. Alors, c'est pas aussi clair, parce que, en fait, l'astronomie et l'astrologie ont un objet commun. Ce sont les étoiles, ce sont les astres. Et les 2 termes vont se différencier dans ce qu'ils désignent, dans la discipline qu'ils désignent, de manière assez tardive et assez progressive. En fait, un astronome, au IVe siècle, on n'emploie ni astrologue ni astronome pour le nommer, on l'appelle un mathématicien, l'homme du savoir. Le terme d'astrologue, c'est celui qui apparaît le premier entre astronome et astrologue pour désigner celui qui s'y connaît en étoiles. Et un astrologue, par exemple, c'est Thalès. Thalès est un astrologue au sens grec. Alors effectivement, il va y avoir une distinction entre 2 façons de considérer les étoiles. L'une qui est d'essayer d'établir par des chiffres, mais finalement l'astrologie aussi, qui essaye d'établir les durées de révolution, la distance qu'elles ont, ce qu'on pourrait appeler la physique des astres. Et puis une autre, mais qui, d'une certaine façon, est étroitement associés parce que c'est souvent les mêmes personnes qui s'occupent de l'un et de l'autre, et ils ne vont pas changer de bureau pour aller donner leurs prédictions astrologiques. Donc il y a une certaine contiguïté et contamination un petit peu entre les deux pendant très longtemps. Ce sont ceux qui s'intéressent à l'influence, à la détermination que les étoiles ont et que les planètes ont. Alors, c'est surtout les planètes, en fait, parce qu'elles présentent davantage de variations que les planètes ont sur ce qui est terrestre. Et alors, ce qui les intéresse d'abord, si l'on veut faire à très gros traits l'histoire de l'astrologie, ce qui les intéresse d'abord, c'est les cas collectifs.
Oui, C'est l'échelle politique, c'est ça. c'est l'échelle collective, Mmh. et on sait que l'astrologie, quand elle se développe en Mésopotamie, Mmh. c'est une discipline royale. Oui. C'est la destinée du roi et de son peuple, en général. Et C'est pas exactement. individuel ou dispo. Exactement. Mmh. Et si tous les monarques et rois, par exemple, de Mésopotamie ont un astrologue, Mmh. on a des noms, hein, les Oui. tablettes nous livrent le nom, un certain Souma, un certain Balassi, un autre qui s'appelle Nabouaé Riba, Mmh. pour lequel on a d'ailleurs une tablette où il insulte des collègues en Ah, disant ils ne connaissent rien, ils vous ont dit que d'accord. c'était ça, mais c'est pas vrai, il y a des OK. querelles d'astrologues Mmh. tout à fait savoureuses. OK. Donc voilà, même s'il s'intéresse au roi, Mmh. c'est en tant qu'il est le pilier de la communauté. Mais après, Eh oui. et surtout à la période hellénistique et puis romaine, va se développer avec les horoscopes, les interprétations et l'astrologie individuelle. Oui, alors on en parlera tout à l'heure de cette progression au moment de la période hellénistique et romaine, mais la météorologie, est-ce qu'elle fait partie de... Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui observent les phénomènes météorologiques et qui les répertorient aussi? Alors les phénomènes météorologiques, c'est beaucoup plus aléatoire. Et là, alors oui, ce sont les mêmes Mhm. parce que ils entrent dans le spectre de ce qu'observent Oui. les gens qui lèvent les yeux vers les étoiles. Mhm. S'il y a par exemple un nuage au niveau Eh oui. du Cancer, Mhm. eh bien c'est quelque chose. C'est un nuage, mais ça détermine quelque chose. S'il y a un orage, s'il y a une étoile filante, Mhm. tout ça, c'est considéré comme de la météorologie, Oui. mais c'est interprété dans le sens d'une prédiction Mhm. pour le sort des humains. Alors pas pour le sort des animaux, on s'en fiche complètement, Oui. mais, ou des plantes, etc. Mais Oui. ça veut dire quelque chose alors pour la Terre, si, Eh etc. oui. Donc oui, la météorologie, alors c'est une discipline qui va être séparée nettement par Mhm. Aristote, donc les choses qui sont les corps célestes et Oui. puis ce qui est accidentel en dessous. Mhm. Mais oui, les spécialistes doivent être des gens qui connaissent bien Mhm. également les astres. Voilà, et on essaye de savoir si justement les phénomènes météorologiques ont une influence sur le comportement des humains. Alors, on les interprète de multiples façons, Mhm. mais donc, et c'est toujours en lien avec le moment de l'année. Oui. Et c'est pourquoi on a besoin aussi d'être Mhm. astronome pour interpréter la Mhm. météorologie. Et alors, on les interprète comme prédisant surtout le temps. Mhm. C'est la météorologie, c'est en Oui. rapport avec le temps, Mhm. donc pour se préparer aussi à certaines actions ou à Oui. anticiper certaines choses. Mhm. Et la météorologie n'est pas, c'est-à-dire ces phénomènes-là ne disent pas tant de choses sur les destins individuels. Alors, D'accord. si on peut dire que parce qu'il y a des recueils de prodiges en Mhm. particulier, D'accord. dans la tradition grecque et dans la tradition latine, on en a Mhm. conservé. Alors, s'il y a une pluie de sang à tel endroit, s'il y a un Ouais. phénomène météorologique qui est tout à fait étonnant, cela, sans doute, va annoncer quelque chose dans les Mhm. guerres que l'on mène, Oui. etc. Mais au niveau individuel, il est plus difficile de relier Mhm. des phénomènes de ce type à des personnes sur Terre. Oui. Parce qu'en fait, l'interprétation astrologique au niveau individuel est essentiellement fondée sur ce qu'on appelle la génétliaque, c'est-à-dire ce que l'on dresse comme horoscope de naissance. Mhm. Et là, évidemment, on n'est Oui. pas là, c'est plus ça, c'est beaucoup plus, ça glisse entre les doigts. Oui. Alors, ces corps célestes, les corps, les astres errants, on va les diviniser. Alors non, on ne les divinise pas puisqu'ils sont divins. On n'a pas Ils le besoin sont de le déjà, faire. d'accord. Voilà, ils le Mais alors sont justement, déjà. oui, on va, ils ont un caractère divin parce que bon, voilà, il y a cette trajectoire. Et d'ailleurs, Théos viendrait d'un terme grec qui signifie justement cette course des astres errants. Oui, donc, juste pour revenir Oui, ce rapport à la divinité, oui, ce sont des corps qui sont éternels. mhm, Et tout ce qui est éternel est divin. Donc, oui, de ce côté-là, on les attribue, évidemment, on leur attribue une nature divine. mhm, Sur l'étymologie,
là, c'est tout un autre domaine, mais Mhm. évidemment qui se lie à ce dont on parle. Oui, L'étymologie du mot théos, oui. les Grecs en proposent, mais Mhm. ils n'en proposent pas une, ils en proposent diverses. Oui. Et il y a l'étymologie que les savants modernes donnent Mhm. à ce terme. Oui, oui. Alors, les Grecs, ils proposent quoi? Ils proposent effectivement de lier le mot théos au verbe taïn, Mhm. qui veut dire courir. Oui. Et ça, on le trouve chez Platon. Mhm. Mais il le présente comme une étymologie qui est assez séduisante, Oui. qui dit quelque chose, Mm. parce que donc les dieux auraient été nommés à partir de l'observation des étoiles, C'est ça. modèle du corps divin Et oui. qui lui se déplace et qui est perpétuellement en mouvement, Mm. mais c'est une proposition herméneutique qui n'est pas la seule. Par Mhm. exemple, Hérodote, lui, dit que le nom des dieux, théos, viendrait d'une autre racine qui est celle de titémie. Ce sont ceux qui placent les choses là où il faut et Ok. qui les maintiennent en l'état et qui Mhm. maintiennent l'ordre du monde. Et D'accord. en fait, les linguistes d'aujourd'hui Mhm. ne savent toujours pas d'où vient le mot théos. Il n'y a pas de Ah oui. consensus sur Mhm. l'étymologie scientifique, mais il se rapproche beaucoup. Alors, je ne parle pas de toutes les étymologies qui ont été proposées, les liens Mhm. avec des racines indo-européennes, mais il se rapproche généralement de la proposition d'Hérodote. C'est ceux qui établissent les choses et ceux qui les maintiennent. D'accord. Alors, justement, ces planètes, on va leur donner des noms de divinités. On les connaît encore aujourd'hui. Voilà. Alors oui, il y a une permanence tout à fait fascinante de la désignation des parties cosmiques qui Mhm. se prolongent dans les néologismes que l'on Mhm. propose ou dans les désignations modernes pour les planètes. Alors effectivement, nous avons conservé le nom des planètes dans la version latine, Oui. la traduction latine, Eh qui oui. sont des traductions latines des noms de dieux grecs. Mm. Alors pour les 5 planètes en dehors du Soleil et de la Lune, c'est effectivement Hermès, c'est-à-dire Mercure. Mercure Oui. aujourd'hui. Alors Aphrodite, Mm. Vénus, Arès, qui est Mars. Oui. Ça permet une révision de la concordance des C'est ça. dieux. Zeus, qui est Jupiter, Mm. et Saturne. Saturne, Chronos. qui est Chronos. Voilà, Oui. exactement. Mm. Donc, ce sont des noms de dieux, mais alors il faut faire attention parce que certains ont tendance, enfin, comme on les nomme par le Mhm. nom de la divinité, on Oui. croit que c'est le dieu, Oui. mais pas du tout. D'accord. Ce sont des planètes qui relèvent d'une sphère d'eux, qui Mhm. sont une des manifestations d'eux. Oui. Mais tout Zeus n'est pas dans Mhm. Jupiter, Oui. c'est simplement que Jupiter est en quelque sorte une excroissance, un avatar Oui. constant D'accord. de Zeus. Mais les Grecs n'identifiaient pas la planète Jupiter Mhm. à Zeus lui-même, hein, Oui, et ils oui. ne le réduisaient pas à ça. D'accord. Et alors, ce qu'il nous reste encore aujourd'hui, c'est la dénomination des jours de la semaine d'après ces planètes. Oui, alors ça aussi, c'est tout à fait impressionnant de voir comme, sans le savoir, nous prolongeons cet héritage grec. Oui. Mais tout à fait. Alors le premier jour, c'est le jour du soleil, c'est Sunday. Oui. Et donc alors nous avons changé pour le Mhm. jour du Seigneur, pour dimanche, Oui. mais c'est dimanche, effectivement. Lundi, c'est le jour de la Lune, Mm. mardi de Mars, mercredi de Mercure, Mm. jeudi de Jupiter, Jupiter, vendredi de Vénus et samedi. samedi est le nom de Saturne. Et à partir de ces planètes, alors ce qui est fascinant, c'est que c'est la base. Alors non seulement enfin je veux dire, les planètes sont la base non seulement des nominations des jours de la semaine, mais aussi de toute une ribambelle de connexions, de réseaux symboliques Mhm. qui intègrent l'ensemble du monde. Oui. C'est-à-dire que toutes les qualités des hommes, tous les défauts, toutes les professions, toutes les pierres, tous les métaux, toutes les parties, etc., sont rapportés à cette grille fondamentale qui est la grille planétaire. Mhm. Et par exemple, pour les métaux, Mercure, évidemment, Oui. Mars, c'est le fer, Mm. etc. Pour les pierres, c'est la même chose. Mercure est associé régulièrement à l'émeraude. Oui. Là, on irait non pas du côté de l'astrologie, mais Mhm. du côté de la magie et de Oui, oui, l'alchimie, hein. bien sûr. Euh, et on a des textes alors qui, tout en étant tout à fait chrétiens, par exemple Mhm. Bède le Vénérable, Oui. qui nous raconte
que chaque jour est associé de manière progressive Mmh. au développement de facultés ou de parties de l'homme. Et donc on commence par dimanche, puisque Oui. évidemment c'est le Eh premier oui. jour. Alors pour nous c'est lundi qui est devenu le premier jour, C'est mais ça, oui. dimanche c'est le jour de l'esprit, Mmh. puisque c'est le jour évidemment Mmh. du soleil. Lundi, c'est le jour du corps, puis de l'ardeur, puis de la sagesse, etc. Et donc, on peut ainsi répartir les qualités ou les facultés humaines tout au long de la semaine. Ce qui est, alors, je fais peut-être un aparté, mais Mmh. ce qui est fascinant quand on regarde dans la longue durée toute la littérature autour des astres, et qui n'est pas seulement astronomique, mais Mmh. toute la littérature parle des astres évidemment, Oui. c'est de voir l'extension incroyable des réseaux de signification et de symboles. Mmh. Les gens passent leur temps à Oui, associer, oui, combiner, lire oui. l'un par l'autre, Mmh. comme des calques en transparence, etc. Eh oui. Et donc ça, c'est un des grands plaisirs d'étudier cette littérature, Oui, de alors il y a même voir cette richesse. eh oui, on assimile certaines parties du corps à des planètes et on ne peut pas opérer cette partie-là si la planète n'est pas bien positionnée, et cetera. Il y a toute une science autour de ça aussi. Exactement, exactement. C'est parce que chaque planète, en quelque sorte, a une zone d'influence Mmh. et un territoire qui, au niveau microscopique du corps humain, a Oui. des correspondances. Mmh. Hein, c'est la grande théorie des correspondances. Et bien, cela conditionne des moments opportuns pour des interventions et également aussi des dévotions à faire, Eh oui. soit aux dieux païens, Mmh. soit ensuite, dans la tradition chrétienne, on va reporter ça sur des saints affectés à telle ou telle partie ou à telle ou telle action humaine que l'on s'apprête à engager. Mmh. Alors ça, c'est pour les astres errants. Ensuite, nous avons les étoiles. Alors on voit que certaines ont une magnitude plus forte que d'autres et on va créer les constellations, on va les regrouper et on va leur donner des noms. Oui, alors ça, c'était comme pour la première question, on ne sait pas quand ça commence. Oui. Mmh. Mmh. Il y a des réponses ou une partie de réponses Mmh. qui doit prendre en compte la perception, c'est-à-dire des choses Mmh. physiologiques du Oui. côté de la perception. Mmh. Il est très difficile de localiser un objet si on ne le repère pas par rapport à autre chose. Et donc, il va y avoir des clusters, des groupements comme ça d'étoiles qui vont se faire évidemment en proximité. On ne met pas en rapport des étoiles qui sont à très Oui. grande Eh distance, oui. ou en tout cas pas comme un groupe unifié par le nom. Mmh. Et donc, la perception globale est peut-être antérieure à la perception individuelle. C'est-à-dire qu'on trouve des noms d'étoiles individuelles, Mmh. Oui. ou alors on va désigner de manière métonymique une Mmh. constellation à partir de son étoile la plus brillante. Oui. Il faut évidemment qu'on la voie, c'est-à-dire que ce soit d'une magnitude inférieure à 6 et même à 5 Mmh. pour être visible à l'œil nu, parce qu'au-delà, hein, c'est descendant, c'est-à-dire plus le chiffre est petit et Mmh. plus l'étoile est brillante. Et donc à Oui. 7, 8, c'est totalement imperceptible et les Grecs étaient incapables de les voir. Mais donc on a sans doute une perception un peu globale d'un réseau, d'un schéma sur lequel ensuite va être projeté pour un peu le fixer aussi du point de vue de la mémoire, Mmh. une image, superposer une sorte d'image qui va lui donner son nom. Et ce processus, il existe dans toutes les cultures. Oui. Mmh. Et toutes les cultures, qu'elles communiquent ou qu'elles ne communiquent pas, ont en quelque sorte tapissé d'images Mmh. le ciel pour grouper, c'est-à-dire connaître des réseaux, des petits ensembles comme ça d'étoiles. Et nous avons hérité de la terminologie grecque, Oui. mais les Grecs eux-mêmes ont hérité de beaucoup de choses, et en Mmh. particulier d'une tradition non seulement de constitution du schéma, c'est-à-dire quelles sont les étoiles qui Oui. vont les unes avec les autres, Mmh. mais aussi souvent de dénomination. Et il Oui. y a des dénominations de notre ciel Mmh. moderne et du ciel grec qui provient des Babyloniens pour Mmh. beaucoup, ou d'autres cultures avec lesquelles ils ont été en contact, des Égyptiens parfois,
Et donc il y a un échange. Ils n'ont pas créé tout seuls le ciel, ça c'est totalement Oui, certain. Et comme tout ce qui se fait dans l'histoire humaine, ça se mmh. fait à partir de choses qui sont déjà là un peu. Oui, c'est Et donc c'est progressif. du Mmh. bricolage, Oui. et parfois on est un peu perdu. Mmh. Et Alors oui. parfois ça ne se recouvre pas exactement, c'est-à-dire Mmh. que le découpage de la D'accord. constellation ne correspond pas Oui. à son ancêtre babylonien, Mmh. et puis parfois ils prennent le groupement des Babyloniens et puis un nom qui vient Oui. d'ailleurs, par exemple d'Inde. D'accord et ce sont des héros, en fait, on va se servir de des noms de héros pour désigner ces constellations? Alors oui, pour beaucoup, mais pas pour Mmh. tous. Il y a des objets aussi. Mmh. C'est assez hétéroclite et on peut dire qu'il n'y a pas de programme. Ouais. C'est comme un peu dans la création d'une ville Mmh. qui se construit par petits bouts, parfois Oui. un peu Mmh. indépendants ou Mmh. regroupements. Voilà, il n'y a pas de programme cohérent et systématique pour la constitution du ciel. Mmh. Après, nous pouvons trouver des Ouais. récurrences, des cycles, Ouais, ouais. certaines divinités qui Mmh. semblent plus occuper le terrain, Ouais. mais ça se fait de manière extrêmement Mmh. aléatoire. D'accord. C'est Voilà. Et il y a des figures qui sont totalement anonymes. mmh. Par exemple, la figure de l'agenouillé, c'est D'accord. un agenouillé, mais qui sait? On ne sait pas lequel. On ne sait pas lequel. Alors, quand on ne sait pas, on Oui, a de très nombreuses propositions. Quand oui. on sait, ça Eh oui. tue un peu les propositions, ça Mmh. réduit Oui, oui. à 1. Donc, par exemple, Céphée, qui est au ciel, Ouais. ben c'est Céphée, ça y est, Mmh. on l'a Oui, appelé oui. Eh oui, Céphée, c'est eh oui. Céphée, il est à côté de sa femme, il Mmh, est à mmh, côté de mmh. sa fille, il est à côté de son gendre. Là, on a un groupe avec Andromède, Cassiopée et Persée. Mmh. Donc là, il y a une certaine constitution qui a peut-être été contemporaine, Oui. une zone du ciel Mmh. où quelqu'un a introduit un peu ce groupe, qui d'ailleurs est un groupe plutôt syrien, de personnages plutôt phéniciens. Mmh. Donc là, ça serait peut-être dérivé d'eux, mais il faut être prudent dans ces généalogies de D'accord. figures. Ouais. Mais il y en a d'autres, on ne sait pas du tout pourquoi. Pourquoi un triangle, par exemple? Ouais. C'est-à-dire Mmh. un objet inanimé Oui. qui vient prendre place, là, une Mmh. couronne. Oui. Oh, il faut qu'on évoque encore un point lorsqu'on désigne les noms des constellations, c'est la catastérisation. C'est ce phénomène de dénomination lorsqu'on divinise un héros, justement. Castor et Oui, Pollux, par exemple. oui, Castor et Pollux, qui sont les Gémeaux, Orphée. effectivement. Alors ça, c'est un procédé mythologique ou Mmh. mythographique qui ne semble pas avoir été thématisé ou théorisé très tôt. C'est à la période hellénistique qu'apparaît ce terme dans son usage qui est maintenant un peu plus connu Mmh. et qui signifie placer au ciel Mmh. un objet ou un héros. Ouais. Et donc une sorte de promotion céleste qui fait que l'on va définitivement fixer pour la mémoire des hommes, Mmh. pour que ce soit un spectacle et un exemple pour les hommes, quelqu'un qui a vécu une vie héroïque ou exemplaire sur Terre. Mais si vous voulez, c'est une façon de raconter l'histoire, parce qu'il y a des objets célestes qui sont nommés non pas initialement parce qu'ils ont eu une aventure Mmh. sur Terre, mais en relation, par analogie par exemple. Oui. Et donc, on n'a pas la clé de ce qui a conduit à les appeler ainsi. Simplement, il y a des mythologues et des mythographes, des gens qui écrivent des mythes et qui les racontent, Mmh. qui ensuite a interprété l'ensemble du ciel comme l'aboutissement, l'apothéose à l'issue d'un parcours héroïque. Et donc l'a inscrit en quelque sorte comme l'acmé ou Mmh. la, Eh oui. la fin de ces trajectoires héroïques. Et il y a bien sûr le zodiaque. Il y a le zodiaque, dont, comme chacun sait, enfin, qui est composé, comme chacun sait, de 13 constellations, Oui. puisqu'il faut intégrer le Eh serpentaire, oui, eh oui. mais qui a été réduit ensuite à 12 par commodité, et qui comporte donc toutes les constellations qui, d'une façon ou d'une autre, parce qu'elles ne sont pas très alignées, hein, Mmh. d'une façon ou d'une autre, sont traversées par le Soleil, dans la terminologie Oui. astronomique, Mmh. c'est-à-dire sont dans ce qu'on appelle la bande de l'écliptique. Et évidemment, zodiaque, le terme grec, c'est le zodiakos kuklos, c'est-à-dire le cercle des animaux ou des êtres vivants, eh bien, est un cercle repère
parce que ce sont les seules constellations que visite le Soleil. Et les visites du Soleil, c'est très très important pour savoir ce qui va se passer pour nous dans l'astrologie. Mhm. Alors, on a les planètes qui ont des noms divins, on a le zodiaque, les constellations. À partir de quel moment est-ce qu'on peut dire que l'astrologie essaye de faire des liens entre les destinations des hommes et la position de tous ces phénomènes? À partir de quand, là aussi, la question historique est difficile à résoudre, Oui, dans la alors, mesure où l'humanité commence bien avant que nous oui, oui, bien sûr. n'en ayons des traces interprétables de manière satisfaisante. Mm, Mais on peut dire que c'est là aussi une connexion et une façon d'interpréter le cosmos qui a dû être extrêmement précoce dans la relation écologique de l'homme avec mhm, son environnement. Alors, bon, avant même que nous ayons des traces écrites, déjà, mhm, cette forme de pensée et cette articulation était en place, sans doute. mhm, Les hypothèses de fond sont assez faciles à désigner, hein. mhm, Euh, ce qui se passe dans le ciel ouais, et mhm, ces mouvements qui nous dépassent et en même temps qui nous surplombent, ouais, qui ont cet avantage sur nous de paraître beaucoup plus durables que nous. mhm, Et ce qui est en haut a plus de valeur que ce qui est en bas, ouais, par définition presque dans toutes les eh oui, cultures. Donc la première hypothèse, c'est qu'il y a un lien entre ce qui se passe au niveau du ciel et ce qui se passe sur Terre, et qu'il y a une interaction entre les deux, entre le cosmos et la vie terrestre. Et la deuxième hypothèse de fond pour ouais, conduire à cette tendance ou à cette pratique astrologique, mhm, c'est qu'il y a une influence, non seulement une interaction, mais une influence, c'est-à-dire un pouvoir de ce qui est au-dessus sur ce qui est en dessous. Alors, il y a une influence ou il y a une expression. Et là, je fais une petite différence entre deux façons d'envisager le discours astrologique. Soit on considère que les constellations, les configurations, la place du Soleil dans telle et telle constellation, par exemple, mhm, ça exprime une volonté des dieux oui, ou ça exprime l'intention des dieux de quelque chose ou le destin d'un homme mhm, parce que les dieux veulent lui communiquer quelque chose. Et à ce moment-là, on est dans une herméneutique de la volonté divine. mhm, Et puis, il y a une autre façon d'envisager ce pouvoir des étoiles qui est l'influence, c'est-à-dire le corps de ces planètes à mhm, tel endroit va en quelque sorte agir sur. Alors ça, ça peut être l'astrologie, une astrologie purement physique, mhm, qui ne oui, suppose pas un étage divin, une théologie, etc. mhm, Donc, c'est beaucoup plus facile à adopter, si vous voulez, dans la ouais, modernité, mhm, cette position-là, parce que ça ne suppose pas un désir de communiquer un message aux hommes. oui, oui, Parce que les dieux, si on considère qu'ils se soucient de nous, mhm, ils, ils nous adressent des messages. eh oui, Et à ce moment-là, et c'est la pratique plutôt antique et mhm, grecque, ils ont souci des hommes et ils vont leur transmettre de manière codée mhm, certaines choses. oui, Et donc, l'astrologie, pour les Grecs, c'est une forme de divination. mhm, C'est oui, une forme de mantique, à mhm, côté de l'hépatoscopie, par eh exemple, oui, c'est-à-dire de la lecture du du foie, foie mhm, des animaux qui sont sacrifiés, oui, et où on va lire, en quelque sorte, comme une lettre codée des dieux, ce qu'il faut faire ou ce qui va arriver. Eh bien, les planètes, donc, signifient à l'homme, et en particulier à ceux qui sont importants pour les collectivités, mhm, donnent des signes que les dieux leur adressent oui, de manière eh cryptée oui. dans leur langue. Alors, on dit qu'à l'époque hellénistique et romaine, justement, il y a eu un succès important de l'astrologie. Est-ce que c'était justement lié à peut-être une période d'incertitude et on se raccroche à ce genre de science, si on peut parler de science? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel développement à ce moment-là? Je ne suis pas sûr que le fait d'être une science donne forcément de la valeur et de la crédibilité à un discours. Mhm,
nous avons peut-être une façon de Oui, considérer les choses qui oui, place la oui, science comme avec une valeur de oui, oui, discours oui, oui. supérieure à celle des autres. Dans l'Antiquité, je ne suis pas sûr que Oui. les données étaient les mêmes. Mhm, On peut être très convaincant, très efficace, très rassurant, mhm. sans du tout passer par des protocoles qu'on qualifierait de scientifiques. Oui, oui. Mais alors, et d'autre part, pour l'autre partie Mhm. des supposés de la question, qui était en lien avec l'incertitude, la Oui, crainte, comme une oui. réponse à l'anxiété, Mhm, ça, je ne sais pas s'il est possible de déterminer une corrélation mhm. entre les deux. Oui, Pourquoi? Parce que je ne sais pas si les Romains étaient plus angoissés oui, que les Grecs du IVe siècle. C'est une forme d'interprétation, oui, mais ça n'est pas nécessaire pour voir qu'il y a une certaine démocratisation, vulgarisation de certaines pratiques, popularité de certaines pratiques, peut-être oui, parce que certaines personnes avaient un pouvoir de conviction oui, et oui, important, bien sûr. qui font que ceux qui étaient des devins avec un périmètre d'action et un public relativement restreint Mhm. vont finalement être sollicités par tout le monde et n'importe qui pour guider leur destin ou leurs actions individuelles. Donc, de fait, ça c'est indéniable, il y a, d'après ce qu'on sait, Oui. une popularisation de ces pratiques astrologiques, Mhm. mais je ne sais pas si c'est lié Oui. à une inquiétude croissante. D'accord. Mais à ce moment-là, on peut vraiment dire que c'est une astrologie individuelle. Ce n'est plus le destin d'un roi ou d'une nation, c'est vraiment l'individu en tant que tel. Oui, même si la dimension politique demeure et que Mhm. Oui, tous les empereurs romains, par exemple, ont un, non pas un, mais oui. plusieurs devins qui parfois se concurrencent, Mhm. ont leur moment de gloire et puis de déclin. Mais effectivement, à ce moment-là, se mettent en place des conceptions, en particulier encouragées par le stoïcisme qui se Oui. développe et qui Mhm. a une conception très globale de l'univers, mais d'une relation de correspondance, Mhm. de sympathie entre toutes les parties du monde et Oui. qui accroît cette dimension individuelle Mhm. et cette valeur Oui, oui. individuelle des phénomènes cosmiques. Alors c'est un soutien idéologique en quelque sorte, Oui. qui est peut-être important pour certains, Mhm. peut-être pas, mais en tout cas qui accompagne cette augmentation des consultations Oui. et de la population des astrologues Mhm. qui, en tirant l'horoscope, va, va donner une réponse, va mettre un Mhm. discours sur quelque chose qui est inconnu, qui est l'avenir. Oui. Alors, après la période romaine, ou même pendant la période romaine, va se développer le christianisme. Comment vont percevoir les premiers chrétiens cette science astrologique? Alors, les premiers chrétiens, qui sont très longtemps minoritaires, ce sont des païens Oui, initialement. eh oui, eh oui. En se convertissant au christianisme, bon, ils évoluent peut-être dans un Mm. certain nombre de représentations, mais ils continuent d'avoir des pratiques païennes très souvent. Donc, si évolution il y a, elle est lente, elle n'est pas uniforme non plus, Mhm. mais il y a en tout cas, de la part des théologiens qui ont une importance, de la part des théologiens chrétiens, une opposition qui est parfois radicale et féroce, comme Oui. chez Saint Augustin, par Mhm. exemple, dans la Mhm. Cité de Dieu, Oui. contre les astrologues Mhm. qui prétendent que les planètes et que des corps inertes créés par Dieu ont une influence et déterminent Eh oui. l'homme, alors que seul Dieu a ce pouvoir. Mhm. Et que ce pouvoir, il ne l'exerce pas quand il veut laisser la liberté à l'homme. Donc oui, il y a une attaque contre l'astrologie comme Mhm. une façon païenne de considérer les choses, Oui. qui est associée à la divinisation des corps célestes. Oui, alors qu'en fait, eux-mêmes font référence à des phénomènes astraux, puisque, par exemple, la naissance du Christ, il y aurait eu l'apparition d'une étoile, etc. Donc on trouve des mentions de phénomènes astronomiques dans l'Ancien et le Nouveau Testament, d'ailleurs. Bien sûr, alors dans l'Ancien, parce que la culture de l'Ancien Testament est une culture qui est proche de la culture mésopotamienne, des Mhm. cultures Oui, oui, phéniciennes eh oui. anciennes, Mhm. et que il repose sur des conceptions qui sont assez partagées,
mais également du Nouveau Testament et des commentaires ensuite très nombreux des premiers chrétiens. Oui, parce que les données astrales Mmh. sont aussi des signes, interprétés comme des signes, Eh qui oui. sont des signes de Dieu, Mmh. Mmh. de la même manière que lorsqu'il envoie un tonnerre, lorsqu'il Oui, provoque des phénomènes météorologiques dans l'Ancien Testament, eh oui. eh bien, on les interprète comme tels. Mmh. Eh oui, eh oui. Donc ça n'est pas exclusif, même si l'astrologie est officiellement rejetée, Mmh. on peut considérer et penser que beaucoup des chrétiens continuaient, sans en faire un crime, Mmh. de la pratiquer à titre personnel, parce Eh que oui. après tout, ça ne mange pas de pain. Mmh. Absolument. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Duquer, pour tous ces éclairages sur les phénomènes du ciel, qu'ils soient sub- ou supralunaires, dans l'Antiquité. Merci à vous et très bonne journée. Je ne peux qu'encourager nos auditeurs qui voudraient approfondir le sujet de lire l'ouvrage que vous avez dirigé dans la collection bouquins chez Robert Laffont, l'Encyclopédie du ciel, mythologie, astronomie, astrologie. Dans le prochain épisode, je recevrai Fabienne Jourdan avec qui nous parlerons d'Orphée et les chrétiens. À très bientôt donc. Merci beaucoup.